Bonsoir Monsieur Rivenc. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Alors vous l'avez vu, autour de la table, il y a un peu plus de monde que d'habitude. Coralie Mollaret, que vous connaissez bien, qui est face à vous, notre journaliste politique. Et je vous présente donc Hugo Carlos, qui est animateur des Jeunes Communistes. Bonsoir. Bonsoir. Et on a également avec nous Soukaina Benjafar, porte-parole des Territoires de Progrès. Bonsoir Soukaina. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vais donner la parole tout de suite à Coralie. Elle va vous poser la première question. Bonsoir Monsieur Rivenc. Bonsoir. On est très très content de vous avoir sur le plateau ce soir. Sachez que je suis très très heureux d'être ici ce soir. Bon, tant mieux. Alors ces derniers jours, vous avez eu une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez été réélu avec 100% des voix à la présidence du Parti des Républicains. Et la mauvaise, c'est que vous n'avez pas eu la tête de liste régionale pour les élections de juin, qui est occupée aujourd'hui par Aurélien Pradié. Comment vous avez vécu toutes ces émotions ? Non, alors écoutez, après c'est un jugement de valeur. Pour moi, ce sont deux bonnes nouvelles. La première, effectivement, d'être élu à l'unanimité président de la Fédération des Républicains du Gard, qui est une vraie mission, dont nous reparlerons peut-être, avec un score tout à fait important, puisque c'est moi qui réalise le plus gros score sur la fédération de tous les candidats. Vous étiez le seul candidat pour la présidence. Mais il y avait d'autres candidats qui se présentaient aussi sur le même socle électoral, et je fais beaucoup plus de voix que tous. Non, c'était pour, entre guillemets, une petite anecdote sur le nombre de voix. Et puis, concernant la tête de liste régionale, je redis, je crois que je vous l'avais dit sur ce plateau même quand j'étais venu, je n'étais pas candidat du tout à cette tête de liste régionale. Aurélien Pradié était venu me voir pour me proposer cette tête de liste régionale au mois de décembre, puis au mois de janvier. D'ailleurs, vous en avez fait écho, on a Objectif Gard. J'avais accepté cette mission, mais ce n'était pas une demande, et je ne vous cache pas que, voyant le temps passer, j'ai ressollicité Aurélien Pradié pour qu'il revienne sur sa décision et qu'il se présente tête de liste du Gard. Je suis tête de liste régionale, pardon. Je suis très heureux parce que, d'une part, je ne pensais pas avoir le temps nécessaire pour sillonner cette grande région dans cette période Covid. D'autre part, Aurélien Pradié, numéro 3 de ma famille politique au niveau national, et député à une exposition médiatique nationale plus importante que moi. Et puis, troisièmement, je l'ai dit, je le redis ici, moi, mon parti c'est Alès, et effectivement, je ne voulais pas quitter ce territoire, tellement les dossiers que je porte en ce moment sur ce territoire, dans cette situation particulière, sont importants pour moi en temps. Donc, très sincèrement, ce n'est pas une bonne... Alors, je rappelle, je suis tête de liste. On peut dire que vous êtes soulagé, du coup, pour la tête de liste. Eh bien, écoutez, oui, je ne devrais pas le dire comme ça, mais je suis soulagé, effectivement. Après, c'est un honneur, et je l'avais dit comme ça, de m'avoir sollicité. Oui, mais n'êtes-vous pas soulagé, peut-être, parce qu'aujourd'hui, les conditions politiques sont assez compliquées pour la droite. Votre espace politique est assez restreint. On a d'un côté Carole Delga, candidate du Parti Socialiste, et on a aujourd'hui le Rassemblement National incarné par Jean-Paul Garot. Pour l'instant, les enjeux sont là, et vous, avoir un espace, ça va être très compliqué pour la droite. Oui, non, mais enfin, quand on fait de la politique, on peut pas c'est pas du tout un soulagement par rapport, effectivement, à ce que les sondages nous donnaient comme intention de vote 3 mois avant les élections. Moi, ce qui m'intéressait dans cette campagne, c'était de sillonner cette région que j'aime et que je connais bien. Je suis issu de beaucoup de départements de cette région familialement. Et deuxièmement aussi, je voulais porter des idées, mes valeurs, mes idées, mes projets pour cette région. J'en ai fait part aussi à Aurélien, qui s'emparait de certaines idées. C'est des idées que j'ai portées, que j'ai construites avec mon groupe ces 6 dernières années, parce que je vous rappelle juste que j'ai eu l'honneur d'être président de l'opposition constructive et républicaine à Carole Delga, où j'ai eu une opposition, et j'espère qu'on pourra en parler, tout à fait constructive. Je me suis opposé quand j'étais en désaccord. Nos jeunes vont vous interroger dessus. J'ai soutenu avec des réserves parfois, et puis parfois j'ai soutenu à plein, et je le dis et je le revendique. C'est une nouvelle façon de faire de la politique, et donc j'avais à ce titre-là apporté des véritables projets, certains dans la continuité de ce qui s'est fait avec Carole Delga, et d'autres novateurs. Mais on en reparlera dans quelques temps lorsqu'on va vous présenter notre projet. Une question rapide, Abdel, avant peut-être de laisser la parole à Soukaina. Aujourd'hui, vous avez 3 élus dans le Gard, les Républicains. Vous avez fait 19%, je crois, aux dernières régionales. On sait que depuis le temps, le Parti Républicain, malheureusement, a perdu de sa superbe, si on peut dire ça comme ça. Vous espérez avoir combien d'élus, là ? En garder 1, 2 ? J'espère en avoir 11, c'est-à-dire gagner ces élections. Oui, non, mais sinon, en toute honnêteté. On part pas à un combat pour le perdre. J'espère le plus d'élus possible, à minima le même nombre sortant, peut-être 4, et surtout 10 ou 11. Parce que je pense que c'est... conserver déjà ce que vous avez ?
Oui, alors, moi, la politique, c'est pas de la mathématique. Conserver des élus pour des élus, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'essayer de convaincre nos concitoyens que nous pourrions mieux faire pour cette région que fait Carole Delga, qui fait pas que tout mal. J'ai eu l'occasion de le dire sur ce plateau même. Ça m'a été, vous m'aviez un peu ri au nez la dernière fois en disant mais quelle est votre position par rapport à Carole Delga? Je suis un opposant à Carole Delga, mais un opposant constructif, un opposant républicain, et je peux trouver, tel que je le fais sur les agglomérations, beaucoup de choses favorables chez des personnes qui ne pensent pas a priori comme moi au départ, des personnes qui ne font pas partie de ma famille d'origine politique. Et moi, mon projet, mon ambition, mon envie, quand je fais de la politique, parce que j'aurais pu faire plein d'autres choses, c'est justement d'essayer de faire converger les idées pour essayer de rendre la vie meilleure et le territoire meilleur. C'est pour ça que je m'engage en politique. Et donc, à ce titre-là, la politique politicienne, ça n'a jamais été mon fort, ça ne le sera pas plus demain, surtout que j'avance dans l'âge. Alors, Soukaina, elle a une question qui concerne Alès et qui concerne le conseil régional. Je vous en prie, Soukaina. Effectivement, Monsieur le Président, votre ancien allié politique, Jalil Ben Abdillah, a longtemps porté à vos côtés la parole aux entreprises et l'action en faveur du développement économique. Le voir se rallier aujourd'hui à la présidente sortante Carole Delga, socialiste, n'est-il pas finalement le signe que la droite a perdu son leadership en matière de développement économique et d'innovation ? Alors pas du tout. D'une part, vous savez, Jalil Ben Abdillah est un ami. Voilà. Jalil Ben Abdillah, nous avions discuté en 2014 quand nous lui avions proposé avec Max Roustan de nous rejoindre. Je lui ai proposé de poursuivre l'aventure, il a accepté. J'ai toujours su, on a toujours été clairs, lui et moi ensemble. Il m'a apporté son soutien à la présidence de l'agglo sans réserve. Il a accepté d'être mon vice-président à l'agglomération. Et je pense d'ailleurs que l'ambition de Jalil Ben Abdillah, telle qu'il me l'avait exprimé, était plus de se présenter aux législatives qu'aux régionales. Et puis il se trouve qu'effectivement, Jalil, qui est un chef d'entreprise, a des contacts avec, mais totalement dépolitisé, parce qu'il a travaillé avec des hommes de droite, il travaille avec une femme de gauche, donc c'est tout à fait dans cet état d'esprit. Il pense, et c'est tout à fait son droit, et il n'y a aucun souci entre Jalil et moi, que les choses soient claires, ni entre Max Roustan et lui d'ailleurs, et puis il a la liberté, on en a convenu. Il pense qu'il peut être plus utile au niveau régional, parce que Jalil, on le sait, c'est quelqu'un qui effectivement a besoin de bouger, qui se trouve à l'Étroit sur Alès, c'est tout. Donc, mais ça n'a rien. La droite n'a pas cette légitimité de le faire. Mais ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Ça veut dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, peut-être que Jalil parte du principe que, effectivement, les sondages donnant la présidente Delga gagnante, peut-être que Jalil a été attiré par ce projet. C'est un opportuniste. Après, je peux vous garantir une chose. Non, je ne veux pas parler. Non, c'est un ami. Mais est-ce que finalement, M. Rivec, c'est peut-être aussi... Il ne faut pas vouloir se trouver à chaque fois des choses. Que Jalil... Non, mais est-ce que c'est le symptôme finalement de ce que vous avez mis en place sur Alès, c'est-à-dire de travailler avec des gens de droite, de gauche, et finalement de tous les partis politiques, parce que finalement votre choix à Alès, c'est de dépolitiser finalement la politique de territoire. Est-ce que forcément vous vous retrouvez confronté aussi à des personnalités qui, du coup, dans d'autres élections, peuvent aller à droite ou à gauche? Non, alors, très sincèrement, vous savez, dans vos entreprises, vous pouvez avoir demain des collaborateurs qui ont envie de voir d'autres cieux. Jalil est intéressé par l'international. Mais oui, et tout le monde le connaît. Mais c'est la vie. Aujourd'hui, on n'est pas des chaînes. Tous ceux qui sont autour de moi n'ont pas des chaînes aux pieds, des boulets aux pieds, et chacun est libre de mener sa vie. Jalil, quelque part, mais je ne souhaite pas faire l'émission autour, je pense que ça n'intéresse pas du tout nos téléspectateurs. Globalement, il est plus intéressé par l'international. L'international, c'est plus du niveau régional que du niveau agglomération. Mais tout s'est fait en très bonne intelligence. On a discuté, voilà, j'ai dit aucun problème. Il a eu l'intelligence de dire je rends mes mandats et je vais voilà, c'est tout. Et puis on verra ce que l'avenir lui réserve. Et je lui souhaite le meilleur à titre personnel, et pour son entreprise qui est à Alès, et pour lui-même, j'ai aucun souci. Mais ça n'a strictement... Il faut pas... Je sais que ça amuse souvent la presse, ce genre de truc, dès qu'il y a une petite bisbille, parce qu'on en trouve peu sur Alès. C'est pas une bisbille, c'est quand même une prise de guerre de Carole Delga. Et ce que disait Soukaina, ce qui peut être sous-jacent, c'est est-ce que vous n'avez pas tout fait pour le garder? Non, mais parce que c'est un grand patron alésien. Je crois qu'aujourd'hui, prise de guerre, pas prise de guerre, je sais pas, des prises de guerre, moi, dans ce cas-là, tous ceux qui sont venus dans ma majorité, mes vice-présidents, c'est des prises de guerre, je l'imagine pas comme ça. Un petit peu, quand même, vous étiez content, vous vous en êtes vanté. Mais non, mais... Ah bon? Ah bah bien sûr, quand vous êtes venu sur notre plateau, c'est ce que vous nous avez dit. Regardez, à Alès, on fait de la politique autrement. Patrick Malavé, Aurélie Génolaire, Monsieur Rivinc. Bien sûr, non mais j'en étais heureux, je m'en suis ni vanté ni quoi que ce soit, parce que je pense que c'est gagnant-gagnant, et le vote de mon budget à l'unanimité, excepté l'abstention des élus d'opposition d'Alès, est la marque globalement d'un changement peut-être de méthode politique, mais qui dépasse les Républicains et moi-même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut en parler, je crois que je vous en avais déjà parlé, avec la fin du cumul des mandats, qui a été une loi, à mon avis,
qui n'est pas totalement abouti, qui pose d'autres problèmes, avec une Assemblée nationale et un Sénat qui est totalement aujourd'hui déconnecté, qui va se déconnecter de plus en plus du terrain lorsqu'il n'y aura plus d'élus qui ont été maires auparavant et tout ça. Le problème, c'est qu'on fait le choix, et moi j'ai fait ce choix-là, soit d'être élu local. Alors l'élu local, c'est maire, c'est conseiller départemental, conseiller régional, soit élu national, sénateur, député ou ministre. Moi, j'ai fait le choix de l'élu local. Et dans la mesure où il n'y a plus cette césure, il y a cette césure entre ces deux types de mandats, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un côté très politicien, que j'aime moins, et il y a un côté très politique, pragmatique de terrain, où là on se retrouve, et tous les élus, quelle que soit leur obédience, on va dire des élus républicains, s'entend, et bien quelque part peuvent être d'accord sur un projet alimentaire de territoire, par exemple. Qu'on soit de droite, de gauche, du centre, on a envie tous de manger sainement, de manger pas très cher, de manger local, donc ça dépasse la politique, c'est pas une politique de droite ou de gauche. Quand j'installe des entreprises sur le bassin d'Alès, voilà, donc la mobilité, c'est pas une politique de droite ou de gauche. On va en parler, monsieur. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Peut-être sur le conseil régional, une question, Hugo. Sur le conseil régional. Oui. D'accord. Au début du mandat de Carole Delga, la majorité régionale a mis en place une commission égalité femmes-hommes, dont sont issues un certain nombre de délibérations permettant des avancées concrètes sur cette question très importante. Votre groupe n'a pas souhaité voter ces délibérations, dont vous êtes le président. Donc à un moment donné, on peut se demander quand est-ce que vous allez faire une mise à jour sur cette question-là ou si vous allez continuer à camper sous vos positions. Non, alors mon groupe n'a pas du tout pas voté cela. Mon groupe a décidé aucun candidat de mes 26 membres n'a souhaité siéger dans cette commission parce qu'on avait tous deux commissions dans lesquelles siéger. Et la raison officielle n'avait rien à voir, bien sûr. Vous imaginez qu'en plus, j'ai beaucoup de femmes dans mon groupe et moi-même, il faut regarder comment je fonctionne aujourd'hui pour savoir que l'égalité homme-femme, c'est du quotidien et que la place de la femme autour de moi, professionnellement, politiquement, est quelque chose de très important pour ne pas avoir tous les matins à devoir donner des gages de mon engagement pour l'égalité stricte entre les droits des hommes et des femmes et avec une place de la femme. Pour autant, si nous avons pris ce choix, c'était parce qu'à l'époque, le discours global, si vous vous en rappelez, mais vous pouvez le revoir, c'était de dire ce n'est pas une compétence régionale. Donc nous, contrairement au lycée, contrairement au développement économique, au développement durable, à la mobilité, où nous avons voulu siéger parce que c'était des compétences propres de la région. Et pour nous, cette commission-là, qui n'était pas une compétence régalienne de la région, n'avait pas sa place ici. Elle a sa place à l'Assemblée nationale, elle a sa place là où le pouvoir, ça n'empêche rien. Je peux vous garantir que j'ai des élus dans mon groupe, pour pas les citer, Brigitte Rivière, qui sont très engagés, ou Marie Bourgade ici dans le Gard, vous lui poserez la question si globalement elle n'a pas envie. Voilà, sauf que vous savez, dans la vie, il y a deux solutions. Soit on parle, et on fait des grandes phrases, soit on agit. Donc moi, je suis du côté de ceux qui agissent, et c'est le principe. Donc moi, dans mes actes aujourd'hui, et dans les actes de mes amis, si vous trouvez une seule chose, je le dis, qui donne le sentiment que je pourrais à un moment ou un autre ne pas rentrer dans cela, il faut le montrer, il faut me le dire, parce Hugo, que soit il vous a convaincu, M. Rivenc, sur sa réponse. Donc voilà, après on pourra en parler. Laissez-le répondre, on a d'autres questions à vous poser. Très concrètement, si votre parti accède à la présidence du conseil régional, que deviendra cette commission égalité femmes-hommes ? Mais écoutez, Aurélien Pradier vous le dira dans son projet. En l'occurrence, ce ne sera peut-être pas une commission. Il y aura des décisions fortes. Vous savez, on s'est engagé, ça a été annoncé sur trois grandes causes, sur trois grandes causes régionales, dans lesquelles, je crois, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le handicap et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Je crois que c'est clair. Aurélien Pradier, notre tête de liste, a porté des projets de loi très importants à l'Assemblée nationale, donc, qui ont été votés à l'unanimité des députés, soutenus par la majorité comme par les oppositions. Je crois qu'on ne peut pas faire un débat autour de cette problématique. Le problème de la commission ou pas de la commission, on peut faire du cinéma, de l'affichage, mais on peut faire de la vraie politique. Allez, on avance. Nous, ce seront dans les actes et dans les projets, et vous verrez dans ces trois grandes causes que vous aurez, et je pense qu'à ce moment-là, vous pourrez, dans l'opposition, vous aurez des difficultés à voter contre les propositions. Une question sur les départements. Allez, les départementales. Donc vous êtes président Les Républicains, on a parlé des régionales, les départementales aussi, puisque c'est un double scrutin les 20 et 27 juin. La droite a un peu du mal, alors pas à l'Est, parce que les candidatures sont bouclées, mais dans certains cantons, Rousson, la Grand-Combe, peut-être le Vigan, comment ça se fait qu'aujourd'hui la droite n'arrive pas à présenter des candidats, d'autant que le dépôt des candidatures est dans quelques jours?
Attendez quelques jours, vous allez voir. Aujourd'hui, nous travaillons. Je peux vous annoncer qu'à l'exception peut-être d'un canton, il y aura des candidats de la droite et du centre. Le bon sens gardois dans tous les cantons, sauf un ou deux. J'étais en descendant en voiture. J'étais à Génolac, vous voyez. J'étais à Génolac. J'ai rencontré les maires tout à l'heure. Là, vous voyez, je suis venu, j'ai traversé le département pour venir à votre rencontre à Nîmes. J'étais dans ces Cévennes, au pied du Mont Lozère, où je me sens très bien d'ailleurs, où je rencontre des élus, des maires, des choses comme ça qui sont à 20 000 km de tout ça. Personne ne m'a parlé ni des régionales ni des cantonales. Ils m'ont parlé effectivement de ce que l'agglo pouvait faire pour elle. Voilà. Et donc parallèlement, en redescendant, j'ai pu passer 2-3 coups de fil grâce aux mains libres. Hein, je dis bien, je téléphone pas au volant. Et effectivement, voilà, je peux vous garantir qu'il y aura des candidats de la droite et du centre. Sauf au Vigan, ça semble compliqué au Vigan, ça semble compliqué. On a vécu avec Thomas Vidal, qui a vécu une période difficile, qui a très mal vécu, et on peut le comprendre, cette défaite. Moi, je pense que Thomas au municipal l'année dernière, un très bon candidat, au municipal. C'est un garçon très impliqué dans la vie publique depuis des années, qui travaille dans l'agriculture. Voilà, donc peut-être pas, ou peut-être vous verrez bien, parce que effectivement, nous allons annoncer ça dans quelques jours. Donc soyez patiente un peu, puis il faut bien qu'on garde un peu quelques éléments pour les médias. On change de sujet, on parle d'Alès Agglomération. Vous venez de voter votre premier budget 2021 dans un contexte de crise sanitaire. Comment vous le définissez? Quel est le cap que vous voulez donner à ce budget 2021? Écoutez, je définis un budget dans la difficulté, puisque les collectivités, on pourrait faire une émission spéciale autour de ça, sont mises à mal depuis des années. Hein. Ça a commencé par les gouvernements socialistes de François Hollande qui ont piqué, hein, et je dis ce terme à dessein, 11 milliards d'euros aux collectivités à travers les fameuses contributions au redressement des finances publiques. Nous, pour l'agglomération, c'est chaque année 5 400 000 euros qu'on nous prend. Hein, et je dis qu'on nous prend, puisque ce n'était pas un cadeau, c'était un dû au territoire. Maintenant, nous avions été mis par le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron sous ce qu'on appelle les contrats dits de Cahors, c'est-à-dire limiter nos dépenses, c'est-à-dire en fait ôter aux élus locaux la possibilité globalement de gérer librement leur collectivité. Et je m'en suis aussi ému, parce qu'on ne peut pas avoir dans la Constitution un principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales en vous coupant. Et puis maintenant, on nous pique en plus du pognon, entre guillemets, lié aux impôts, puisqu'on réforme les impôts, et tant mieux, je dis tant mieux pour la population, puisqu'on ne paiera plus de taxes d'habitation, mais du coup on nous donne de la TVA, donc on a moins de maîtrise. Donc si vous voulez, ce budget aujourd'hui, il s'inscrit durablement dans la poursuite du désendettement. Chaque année depuis 10 ans, nous désendettons l'agglomération. Là, on est à 380 euros par habitant, on a déstocké 2 millions d'euros de dettes. Dans l'investissement, près de plus de 20 millions, puisque je me suis engagé le 15 juillet dernier lors de mon élection à faire sur ce mandat une année de plus d'investissement sur des grands projets structurants. Et puis nous avons un projet de territoire qui porte, et puis surtout un maintien du service public, un maintien des subventions aux associations. Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez, et ceux qui sont sur le secteur d'Alès Agglo, qu'est-ce que vous allez faire cette année concrètement pour eux, en fonction de vos compétences, pour que ça soit bien clair et concret? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va poursuivre nos politiques. Déjà, on maintient nos politiques publiques telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'on n'a pas diminuer les financements sur les politiques publiques, ni sur le personnel communautaire. Les grands enjeux aujourd'hui, si vous voulez, sur le territoire, dans les transports, la mobilité, donc je vous engage à venir après-demain jeudi, je fais une grande conférence de presse pour présenter le nouveau réseau de mobilité dont je suis très fier, qui s'appellera Allez-y. Hein, c'est pas un secret, donc allez-y en vélo, allez-y en covoiturage, à la navette que vous aviez créée il y a quelques années. Allez-y en navette électrique, allez-y en trottinette, vous verrez avec la nouvelle découpe sur les bus qui va donner un peu plus de modernité de jeunesse, mais surtout cette offre de mobilité, mais cette multimodalité. Donc ça, c'est des politiques Elle va desservir un peu mieux les villages, avec plus de fréquences quotidienne. Je me suis engagé dans le cadre de la négociation que j'ai menée avec notre nouveau délégataire, justement, où j'ai fait des économies, à remettre une partie de ces économies, non pas dans les économies, mais sur le développement du réseau, notamment sur la proximité. Puis après, je veux développer aussi très fortement, et là je le dis aussi, hein, en accord avec la région, puisque mon premier vice-président n'est autre que Jean-Luc Gibelin, membre du Parti communiste, avec qui nous travaillons très bien, et vice-président par ailleurs de la région Occitanie, donc avec qui nous travaillons sur cette offre de mobilité. L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'à Alès, avant, c'était vous prenez un bus pour aller à l'école. Aujourd'hui, vous prenez un bus, vous pouvez changer, vous pouvez avoir du covoiturage, vous pouvez prendre un vélo, c'est cette offre de multimodalité. Donc ça, c'est important. Un autre enjeu, mais qui dépasse. Rapidement, parce que Hugo a une question. Il y a un autre enjeu autour de l'eau potable. Mais ça, c'est un enjeu puisque depuis le 1er janvier 2020, les agglomérations sont, je dirais malheureusement et heureusement, compétentes en matière de gestion d'eau potable et d'assainissement. Nous, en assainissement, nous l'étions. Et en eau potable, sur un territoire de 72 communes, c'est assez compliqué à gérer. On a trouvé des
réseaux, certains en bon état, d'autres en piteux état. Il y a énormément d'investissements. C'est en régie aujourd'hui ? C'est en régie. L'agglomération, nous avons créé une régie directe. Il y a une partie, juste la production de l'eau, qui est déléguée. Mais toute la distribution, l'encaissement, les factures sont en régie directe. Nous avons créé une régie qui s'appelle la Réal. Le maintenir. Bien sûr, nous sommes la commune, et ça parlera à Hugo, qui effectivement a remunicipalisé l'eau en 97, alors que ça avait été privatisé par les anciens élus communistes d'Alès. À l'époque, on appelait ça la Générale des Eaux. Et nous avons, comme les poubelles qui sont en régie directe communautaire désormais, comme la gestion des parkings. Vous êtes républicain, parce que ce que disait Abdel, c'est ça, c'est que Franck Proust, qui est secrétaire départemental, lui s'oppose à la régie. Je n'ai pas de chapelle. Je n'ai pas de. Moi, ce qui m'intéresse. Pas de chapelle, vous êtes tête de liste dans le Gard quand même des Républicains. Mais alors, j'ai adhéré aux Républicains, j'avais 16 ans, j'en ai 55. Ouais. D'accord, vous voyez, ça fait pas. Et chaque année, j'ai payé ma cotisation, j'ai occupé un certain nombre de responsabilités, j'en suis fier. J'ai mes valeurs. Ouais. Mais je suis quelqu'un d'ouverture, je suis un gaulliste. Alors, c'est très à la mode. Gaulliste social, je le disais avant qu'on en parle, pragmatique. Et gaulliste social, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon engagement politique aujourd'hui, c'est pas travailler autour. On l'a bien compris, c'est pas être dans des partis, c'est être pour l'ouverture. Oui, c'est important. C'est important que ça intéresse plus nos concitoyens de savoir qui je suis. Parce que du coup, ça va dans ce sens-là. Donc rapidement, Soukaina, je voudrais juste revenir sur la petite remarque sur le contrat de Cahors. Je voulais simplement rappeler quand même qu'il y a un gros effort qui a été fait sur la DGF et elle est en stabilisation. Et puis sur la commune d'Alès, elle est aussi en augmentation depuis 2017 de 8,9%. Entre 2019, entre 2017 si vous m'attaquez sur les chiffres, Kaina, voilà. Je peux vous garantir que vous m'aurez non, mais bon, après, au-delà de ça, comme je vois aussi que vous travaillez... Vous avez eu la DSU qui a augmenté, une partie de la DGF au titre de la dotation de solidarité. Pas d'acronyme dans cette émission, s'il vous plaît. Dotation globale de Fox. Non, et la DGF au global a baissé, mais peu importe, je ne veux même pas rentrer dans une... Parce que ça, c'est des polémiques dont les gens ne veulent pas. Par contre, les dotations de l'État, elles ont augmenté ou elles ont baissé ? Non, elles ont baissé au global, mais le problème, il n'est pas là. Soukaina n'est pas d'accord. On n'a pas les mêmes chiffres. Non, la DSU a augmenté sur Alès, la dotation de solidarité urbaine. La DSU a augmenté sur Alès de 600 000 euros. 600 000 euros, d'accord, sur un budget de 70 millions d'euros. Voilà, donc mais effectivement, si on prend qu'une partie, plus vous prenez une petite assiette, plus l'augmentation peut être importante. Si vous prenez toutes vos ressources, sauf que parallèlement, la DGF, la dotation, notamment la DNP, la dotation nationale de péréquation, a diminué. Donc l'un dans l'autre, on a augmenté de 400 000 euros. Nous le prenons, mais cet argent est affecté justement aux problématiques sociales urbaines des communes où nous investissons. Cela nous permet de maintenir. Non, voilà, c'est affecté, ce qui est normal. C'est quand même important. Mais ce que je veux dire. C'est une augmentation et en 2021, elle augmente de 2,1%. Ce que je veux dire, nous avons un problème en France aujourd'hui. Non, mais pas du tout. Mais au global, je peux vous garantir, c'est stabiliser la DGF et stabiliser, et alors qu'elle a diminué de 11 milliards sous François Hollande. Ce que je veux vous dire, c'est que je vois que vous voulez pas rentrer dans les. Hein non, parce que Hugo avait une question. Oui, en fait, on avait envie de terminer surtout avec la question. Sinon, je vous parle finance toute la soirée. Vous allez voir. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire aujourd'hui, et sans polémique, c'est quand aujourd'hui l'État, d'accord, aujourd'hui français, qui aujourd'hui, de par ses décisions, bonnes ou mauvaises, et tous les gouvernements à la suite, ont généré une dette de 38 000 euros par tête d'habitant. Quand une collectivité, aujourd'hui, comme l'agglomération d'Alès, a 390 euros par tête d'habitant, c'est-à-dire si chaque habitant, ce qu'on ne demandera pas, fait un chèque de 390 euros, il n'y a plus de dette. Que d'autant plus que ce qu'on appelle la règle d'or nous empêche aujourd'hui, en une fois, pas chaque année, en une fois, vous faites un chèque de 90 euros, il y a zéro de dette. Que la règle nous empêche aujourd'hui, les collectivités en France, de dépenser plus qu'on ne gagne, et c'est une bonne chose. Il faut arrêter de nous piétiner la horte en permanence en nous donnant des leçons que l'État lui-même n'arrive pas à tenir. C'est ça qui est insupportable. Alors que les collectivités en France, dans leur généralité, et pas plus les unes que les autres, vont bien, et que heureusement, nous dégageons une épargne nette qui nous permet d'investir. Donc, et je parle au nom de toutes les collectivités. Donc que l'État s'occupe de ses affaires, il vient de générer 420 milliards de dettes supplémentaires liées à la crise Covid, avec des bonnes mesures. Si vous voulez que je le dise,
je peux le dire, je l'ai dit à la presse, il y a certaines bonnes mesures, le soutien à l'économie, un certain nombre de choses. On pourrait parler des vaccins, de tout ça, mais là, sur les bonnes mesures. Donc ça, c'est de la bonne dette, dont on verra comment on la rembourse ultérieurement, parce qu'il faudra encore bien rembourser tout ou partie. Voilà. Mais les collectivités vont bien, donc foutez-nous la paix, vous verrez qu'on développe le pays. 75% de l'investissement public, donc les crèches, les écoles, les routes, ce sont les régions, les départements et les communes qui le font. Foutez-nous la paix, vous verrez, le pays ira mieux. A une question très intéressante parce qu'elle concerne bien évidemment le territoire Toutes d'Alès. Les questions sont très intéressantes. Et elle concerne surtout une fermeture d'entreprise sur Alès qui a fait beaucoup de mal. Oui, bien sûr. Alors, Monsieur Rivin, vous parliez du national et du local. Juste une toute petite remarque, après je pose ma question. Je me demande, dans le programme de François Fillon, de combien étaient les baisses de dotation aux collectivités locales. Et il me semble qu'elles n'étaient pas très loin de celles d'Emmanuel Macron. Donc, à un moment donné, vous vous retrouvez quand même sur un certain nombre de choses. Non, mais je ne change pas d'avis, j'ai toujours porté le même discours. Effectivement, il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et on a un gros débat aujourd'hui chez les Républicains, puisque c'est suivant qu'on soit libéral, ce qui n'est pas mon cas, ou ultra-libéral, ce qui n'est pas mon cas, ou gaulliste social, on n'a pas la même vision aujourd'hui de l'État et des collectivités. Moi, je suis pour un État fort, un État... Voilà, donc je l'assume. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, les Français, les Françaises, aujourd'hui, sont en attente de services publics, et c'est à nous, les collectivités, de les mener. Et pour les mener, d'ailleurs, il y a eu un sondage très intéressant. Je ne sais pas s'il l'avait eu, j'en ai pris connaissance dans la voiture. Comme ça, Hugo, un sondage qui montre qu'à la fois les Françaises et les Français à 75% souhaitent qu'on augmente la dépense publique et à 75% qu'on n'augmente pas les impôts. Ce qui est quand même un peu d'incroyable. Et que si on les augmente, à 75% qu'on les augmente sur les plus riches, ce qui est à peu près logique. Mais donc on est dans cette espèce de schizophrénie nationale en permanence. Il faut toujours plus d'écoles et tout. Et on est d'accord. Et juste, nous, l'intérêt et l'avantage de ma famille politique, c'est que je pense qu'on est des bons régulateurs. C'est qu'à la fois on est pour la bonne dépense publique, mais on est aussi sur une équité sur la recherche de... Hugo, posez votre question et ne vous énervez pas avec ce qui vient d'être dit à l'instant. Non, mais je m'énerve pas. Mais bon régulateur. Voilà, républicain, bon régulateur, pas de souci, mais je vais pas en remettre une couche. Vous dénonciez récemment un capitalisme sauvage à propos de la fermeture de l'entreprise Crouzet à Alès. Pourtant, votre parti, les Républicains, lorsqu'il est question de mettre en place des conditions aux aides aux entreprises, d'aller contrôler leur utilisation, il s'y oppose systématiquement. Donc ça conduit depuis des années des entreprises qui font des bénéfices à licencier à leur guise, malgré les mobilisations des salariés et des élus dont vous êtes. Donc à un moment donné, vous paraissez étonné sur le concret localement quand vous voyez les conséquences des politiques libérales que vous soutenez, mais ensuite, vous vous étonnez. Donc je me demande en quoi cette contradiction-là, elle sert les intérêts des habitants du territoire que vous prétendez défendre. Alors je vous remercie de me poser cette question. Vous voyez, je n'ai rien préparé, je suis arrivé les mains dans les poches, mais deux mots, pas pour vous répondre, mais pour donner quelques éléments. D'une part, je ne suis pas ultra-libéral, je suis un gaulliste social, je l'ai dit. Et ce n'est pas ni la gauche ni la droite, c'est le gaullisme qui a inventé le problème de la participation. Et ce pourquoi je suis, moi, depuis tout petit. Et si vous retrouvez les écrits, alors il n'y a pas Internet avant, et ce que j'ai publié comme jeune RPR à l'époque, c'était de dire aujourd'hui, il faut limiter. Si on veut que tout le monde marche dans la même direction, c'est-à-dire que le profit doit être partagé minimum en 3. Un tiers maximum de ce profit pour les actionnaires, un tiers minimum pour la participation, donc pour les salariés et l'entreprise, et un tiers minimum pour l'investissement. Si on arrive à avoir ce triptyque, je peux vous garantir que vous mettrez et la force de l'entreprise, qui sont les salariés, les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, quelque part avec l'investissement qui passera les 2 tiers. Moi, je défends ça. Le général de Gaulle le défendait. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai repris depuis tout petit. Je suis pour ce genre de choses. Donc, c'est pas ça. Concernant, donc, j'ai dénoncé ce capitalisme sauvage qui est insupportable. Pour moi, qui a toujours été insupportable. Je ne suis pas capitaliste, j'ai moi-même aucune action nulle part. Je le dis, je ne suis pas du tout. Je ne suis pas du tout. Je ne suis pas. Mais les entreprises. Mais alors, et laissez-moi juste terminer et je réponds à votre question parce que quand même là, c'est un peu le coup de pied de l'âne. C'est-à-dire que quelque part, le CICE qui a été inventé par la majorité auquel vous participiez, le Parti communiste, soit la droite républicaine. Le Parti communiste n'est pas membre de la majorité de François Hollande. Bah, peu importe. Enfin, en tout cas, c'est important. Parfois, vous êtes membre dans le département, parfois vous l'êtes pas. La gauche plurielle, c'est en 97. Peu importe. Ce que je veux vous dire par là, c'est quand le CICE a été créé, tout le monde, y compris la droite républicaine, a demandé des contreparties, qu'on fixe des contreparties. Même, il me semble, à l'époque, le Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, avait affiché des pins, tout ça. Le gouvernement
n'a pas demandé de contrepartie. On donne du pognon public à des entreprises, on n'en pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, quand je donne des subventions, enfin, je donne rien, quand je fais voter des subventions aux associations, je demande un contrat d'objectif et je demande quelque part une évaluation. Ce qui me paraît, c'est de l'argent public dont on parle. Donc là-dessus, je vous rejoins totalement. Je n'ai jamais dit autre chose et je peux vous garantir que ma famille politique aujourd'hui est tout à fait sans aucun problème dans ce genre de non au libéralisme sauvage, non au l'ultracapitalisme qui fait qu'aujourd'hui, les profits quittent la France, on ne paye pas d'impôts sur certains capitales et c'est l'outil de travail qui en pâtit. J'ai aucun souci avec ça, je n'ai ni changé ni varié, c'est le gaullisme social, c'est tout ce qui a été développé, c'est ce que je porte, moi depuis plus de 30 ans que je fais de la politique. Et c'est pour ça que sur ce territoire, peut-être que globalement, ça passe pas si mal que ça. C'est-à-dire que je suis en adéquation avec beaucoup de ceux que nous pensons et c'est là où quelque part on peut avoir des Allez, avez monsieur la Rivain, faucille et le marteau. le sommaire de cette émission est très long. On va s'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.